Interview Kenty. En fait, ça me fait super plaisir. On est au château de Berne, dans le sud de la France. Ah ouais? Je crois que c'est ce qu'on nous a vendu. Ah merde, je pensais qu'on était en Belgique. Et on a de la chance de se retrouver pour un congrès. Et Kenty, justement, je voulais qu'on profite de ce moment-là pour te connaître un peu plus ton parcours. On connaît le showman. Un peu, j'aime bien. On s'est bien retrouvés quand même. Ouais, On c'est s'est vrai. bien retrouvés sur scène, on est dans notre dynamique, élément. ouais, Exactement. notre élément. Je sais que tu as un parcours particulier. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que tu n'as pas eu une ligne droite dans ton parcours. Tu as eu plein de changements. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Première chose, j'aime bien tout ce qui est faut que ça bouge. Faut que ça Ouais. bouge tout le temps, etc. Ça m'a pris du temps à comprendre que c'était une qualité. Tu pensais que c'était l'hyperactivité et du coup Ouais, pas mais bon? pas dans le genre défaut, mais si tu veux, moi ce qui me plaît dans un truc, c'est l'impulsion de lancer. Dès que c'est sur les rails et que ça tourne vraiment bien, T'as ça besoin de m'ennuie changer. très vite. Ouais. Pendant des années, j'avais l'impression de manquer de constance ou de rigueur. Alors qu'en fait, non. Moi, c'est ça ma spécialité. C'est là où je suis bon. C'est là ma force. Est-ce que tu as un lance-pierre pour le petit Josio, ami de la protection de la Voilà, nature? non, c'est-à-dire qu'on a un budget restreint, c'est une chaîne qui débute. Faut que vous le voyez, on a un bruiteur qui fait oui, Pour faire semblant qu'on est dans la nature, c'est puisque de toute ridicule. façon Ah ouais. c'est un fond vert. c'est Liège. Merci Mathieu pour le bruit des oiseaux. Mais tu peux arrêter maintenant, c'est un peu beaucoup. Pardon, je t'ai interrompu. Non, mais tout à fait. Et donc, il m'a fallu du temps pour comprendre que c'est vraiment une qualité. La plupart des gens, ils se lancent dans un truc, ils se donnent à fond, et puis quand ils peuvent commencer à capitaliser sur leurs acquis, ben, ils restent dedans, c'est Ouais, c'est confortable. Et en fait, moi, cette façon de fonctionner, elle m'a toujours amené dans le challenge, et elle m'a fait avoir plusieurs vies. Pour ça, je t'en parle. J'ai commencé, j'avais 6 ans, j'ai fait de la gym. À 12 ans, j'étais dans l'équipe nationale belge. J'avais 28 heures de gym par semaine à 12 ans. C'est une vraie question, si tu veux, je me pose. Est-ce que tu penses que dans les méthodes sportives, je me suis toujours posé la question, est-ce que ça brûle la croissance? Alors, ça pourrait, mais en ce qui me concerne, si tu veux, moi, à l'âge de 6 mois, j'ai fait une fièvre typhoïde suivie d'une encéphalite. J'ai eu 4 jours de paralysie, et donc c'était entre la vie et la mort, et on a dit à mes parents, il a passé, c'est bon, il survivra, mais il sera jamais grand. Mon petit frère, qui a 7 ans de moins que moi, fait 30-40 cm de plus. Mes enfants sont plus grands que moi. Je me suis De la- permis, évidemment, Ouais, de te poser la question parce que régulièrement, toi-même, tu fais la blague Ah, mais dessus. bien sûr, mais... C'est pour ça, sinon je me... Non, mais on m'appelle Évidemment. Passepartout. Mais ça me va bien, parce que si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que je me souviens que ma maman se tracassait. Elle avait éventuellement envisagé, tu vois, des Hormonothérapie, voilà, des etc. trucs de croissance, puis on avait dit ouais, mais non. Et ça, je l'ai appris après. T'imaginerais même pas autrement, en fait. Mais ça fait m'a tellement jamais partie gêné. de ton personnage. En fait, tu vois, ça m'a jamais gêné, ça m'a jamais posé de problème. Il n'y avait pas de raison. Non, et c'est vrai que j'en joue et je m'en amuse parce que ça me va bien, ça me correspond. Le pouvoir des mots, il est important, mais je me sers pas de cette autodérision pour réduire mes limites. Je m'en sers justement parce que je les accepte, parce que j'en ai fait une force. Je pense pas que dans cette façon de l'utiliser, ça réduise mes perspectives ou mon champ des possibles. Et donc, je fais de la gym, et puis vers 12 ans, j'ai eu un super coach. Un jour, je suis là, tu sais, t'as un gamin de 12 ans, 28 heures de gym par semaine, c'est quand même Tu m'étonnes. costaud, hein. Quand tu fais le compte plus l'école, le machin, et puis à l'entraînement, je suis pas dedans, j'ai pas envie, ce jour-là, j'ai pas envie. Puis le coach, j'avais 11 ans, il me prend sur le côté et il me dit écoute Kenty, tu prends tes affaires, tu rentres chez toi. Et on est au milieu de l'entraînement, et puis je dis bah non, parce que moi je suis non. Puis il me dit si t'es pas dedans, donc tu sais, mon job c'est pas de te convaincre de faire de la gym. Si tu veux faire de la gym, tu viens. Mais alors, tu fais de la T'es à gym. fond. Si tu viens ici et que tu me fais perdre mon temps parce que t'as pas envie d'être là, j'ai jamais demandé à ce que tu viennes. Et là, tu vois, je me suis rendu compte, bah si tu fais quelque chose, tu dois le faire et tu le fais à fond. Je continue, et puis 6-8 mois plus tard, il voit que ça se passe bien, je suis pareil du genre, vas-y quoi, je devais rattraper, j'avais des copains qui avaient commencé 3 ans avant moi, donc il est tout le temps sur moi pour me pousser, etc. Tu me challenges, j'y vais, je le prends sur moi et tout. Et puis 6 mois plus tard, il dit à mes parents, ben voilà, ça y est, il a le niveau, on va partir pour les équipes nationales, le machin, etc. Et là mes parents disent, bah écoute, oui mais non, parce qu'il va rentrer au collège, ça va être trop d'heures, etc. Puis la gym, faut pas se cacher, la gym, tu peux pas en faire un métier. Il n'y a pas de débouché en gym pro. Je vois mon copain qui a continué, bah, c'est cool. Il est prof de gym. Alors ça lui a donné l'avantage que quand il est arrivé à l'université, c'était Monsieur Jonas, parce que champion de Belgique, champion d'Europe, etc. Mais de là, est-ce que ça a amené autre chose? Je sais pas. Mais en tout cas, je sais qu'il fait ce qu'il aime. Et ça, c'est important. Et donc, mes parents disent non, stop, on s'arrête. Moi, au début, je me dis... merde, quoi, j'ai fait 4 ans que j'en bave, la gym c'était toute ma vie. Donc à ce moment-là, je commence à me mettre dans la musique. Dans ma famille, ils sont tous musiciens. Et puis moi, je commence à platine. Puis arrive la deuxième vie, la vie DJ. DJ, ouais. Voilà. Et puis pareil, je suis à fond dedans. Et puis j'ai une chance extraordinaire. On crée aussi sa chance, mais il en faut. D'accord.
Et puis je me retrouve à être dans les plus grosses boîtes, à tourner, etc., qui fait que ça marche super bien. C'est pas les DJ d'aujourd'hui, c'est pas Superstar. Mais à 22 ans, je mène une vie extraordinaire. En même temps, je fais mes études de dentiste parce que à cette époque-là, assurer... DJ à 40 ans, c'est que t'avais raté ta vie, quoi. C'était les bar mitzvahs, tu vois, je vais dire, les communions, les mariages. Non, c'était pas les DJ d'aujourd'hui qui sont devenus ces superstars qui remplacent les chanteurs. Je suis dans cette dynamique-là et ça se passe bien. Je fais mes études de dentisterie. Et puis la même chose, je suis dans une super boîte. Et un soir, j'ai 26 ans, ma femme qui est à la maison avec mon premier fils. Pour la première fois, je n'ai pas envie d'aller bosser. Tu vois, je me dis, ma place, elle est plus dans la boîte, elle est là. C'est-à-dire que quand tu dis je voulais plus aller bosser en tant que DJ. Ouais, je suis dans une super boîte, la boîte elle monte, elle cartonne, ça cartonne. Mais ça y est, t'as fait le tour du DJ. Voilà, j'ai plus le feu. Ce soir-là, je me rends compte, j'ai plus le feu. Je fais la soirée, je vais fin de soirée trouver le boss, puis je lui dis écoute, je m'en vais. Et là, je vois un mec se met dans son truc et puis il me dit tu vas où et pour combien? Je pensais que c'était on négocie, voilà, parce que c'est comme ça. Je me suis retrouvé dans des boîtes parce que chaque fois on est venu me chercher, etc. Je lui dis je vais nulle part, j'ai plus le feu. Puis il dit ouais mais non, mais tu peux m'assurer que vraiment tu t'arrêtes? Je dis oui, c'est ce que tu veux, je m'arrête, je m'arrête. T'es sûr parce que la soirée ça s'est bien passé, c'est top, Je dis écoute, oui, je suis sûr parce que j'ai l'habitude, je sais faire, je gère. Mais je sais bien qu'en étant dans ce mental-là, pour l'instant la boîte elle est comme ça. Et je préfère partir quand elle est comme ça. Parce que dans pas longtemps, elle va être comme ça. Et je veux surtout pas m'en aller quand elle est comme ça. Et là il me dit, ok d'accord, mais alors tu t'en vas pas comme ça ce soir par la petite porte. On se fait 2 semaines, on t'annonce que tu t'en vas, tu pars, mais tu pars par la grande porte. Et il m'a fait un cadeau extraordinaire. Parce que moi j'avais je m'en vais, sortie de secours, fini. Évidemment, tu comprends bien que c'est mes 2 dernières semaines. Je sais que ça s'arrête parce que je sais que c'est ce que j'ai décidé. Et il m'offre la possibilité de sortir par la grande porte. Ouais, vraiment, je suis très très redevable, vraiment reconnaissant de ça. Et donc, je m'installe, je ouvre mon câble, etc. Alors, le temps de démarrer, c'est tout nouveau câble, etc. Donc, pareil, je passe de la vie de château parce que quand t'es DJ, ça passe et ça passe bien, c'est le monde de la nuit. Puis il faut le temps de développer. Dans la même année où je termine, je me forme à l'hypnose parce que dans la boîte, justement, j'étais tombé, il y avait eu un spectacle avec un fakir hypnotiseur. Il m'a transpercé le bras avec un picard brochette, il y a un senti, machin. Ça m'interpelle, je me renseigne, il y a une formation en plus à la fac de Liège. Fakir. Voilà, exactement. Et je suis la formation et là je me rends compte que je me sens comme un poisson dans l'eau. C'est ce que je fais tous les jours, mais je savais pas. Je m'en rends pas compte. J'adore. Je demande si je peux redoubler l'année d'après. Ça me plaît tellement que l'année suivante, Marie-Lise fait mon ville, me dit écoute, j'aimerais que tu viennes faire une présentation de ton travail. Tu sais, je me sens pas légitime. Ça fait 2 ans que je le fais, mais je me dis en plus, dans cette formation, c'est pas du tout des dentistes, principalement des anesthésistes, des psychologues, des sages-femmes, etc. Donc, qu'est-ce que je peux leur apporter? Et là, je commence à filmer mes cas. Et en me filmant, je commence à comprendre, je commence à l'analyser, je commence à chercher des stratégies et des techniques. Puis, c'est toujours les rencontres. Je rencontre 2-3 personnes qui sont dans l'hypnose depuis longtemps, etc. On échange, puis il y a une synergie qui se crée. On est à un congrès à Phoenix. Puis Yves, qui fait de la formation depuis 15 ans, 20 ans en hypnose, qui est un mec extraordinaire. Yves me dit, voilà, je voudrais lancer une formation hypnose dentaire. Ça se fait pas, donc voilà. Moi, je peux faire la formation hypnose, mais je voudrais que tu amènes ton expertise. Et donc, ça fait à ce moment-là 8 ans que je fais de l'hypnose, donc j'ai des cas, j'ai des trucs, et j'ai bossé les stratégies. Nous, on fait une formation donc à Paris, dans un institut qui était déjà reconnu, et de l'autre côté, il y en a d'autres qui commencent aussi à faire, etc. Puis, finalement, ces 2 formations fusionnent, on se regroupe, et ce triumvirat va amener les qualités de chacun. Et là, en 3-4 ans, on développe des outils, vraiment des idées, des stratégies. Quand j'ai commencé à me former à l'hypnose, il fallait 25 minutes à peu près que le patient soit prêt. Et maintenant, il faut 2 phrases. Donc on a vraiment bossé à améliorer ces stratégies pour nous, pour notre boulot, puisque évidemment, dans le dentaire, c'est pas l'hypnose qui compte, c'est le soin. Dans la thérapie, tu peux faire ton hypnose avec le moment où tu fais le soin. Mais chez nous, c'est comme l'anesthésie, il faudrait pas que ça dure toute la journée. Donc on développe tout ça, et puis ça prend de plus en plus. Parallèlement, je développe l'équipe. J'ai ouvert mon cabinet en 2001. En 2013, on est 23 dans le cabinet. Ça monte de tous les côtés, et puis je suis à fond, je construis ma maison, je fais ceci, je continue toujours. J'adore ce que je fais, mais je sens que je m'éparpille toujours un petit peu étiré. Et je me retrouve dans cette dynamique où je suis là, et en même temps je suis jamais là. Parce qu'il y a toujours une partie de moi qui est aussi là, En formation, tu veux dire. C'est-à-dire que tu es au cabinet, et en même temps tu es appelé par une formation droite. Puis je me suis tiraillé parce que mes enfants sont d'un côté, parce que mon amoureuse est d'un autre côté, parce que, etc. Et donc j'adore.
j'adore ce que je fais. Ça fonctionne, on se retrouve, on est parti sur la route tout le temps. Je disais encore le matin, pendant je sais pas combien de temps, j'ai eu l'impression d'habiter à l'hôtel en fait. Et c'est ça super. me dit quelque chose. Ouais, mais oui, c'est ça. J'adore ce que je fais, que je me rends pas compte que ça a bouffé tout le reste. Il n'y a plus de place pour rien d'autre. Et là, je commence à comprendre qu'il faut fonctionner autrement. Ça tombe plutôt bien parce que, comme depuis 10 ans et on a tellement de boulot, je ne peux plus aller dans aucune formation. Et là, je commence à comprendre que, en fait, il y a tellement moyen de faire des trucs extraordinaires. On n'est pas encore 2019, etc. On est en 2016-2017. Mais moi, vraiment, je me sens bien et je me rends compte que là, on va pouvoir faire des trucs extraordinaires. Donc, je commence à me former sur les techniques, sur les trucs, sur le marketing digital, tout ça. Parallèlement, plusieurs entreprises. Donc, je me forme aussi en entrepreneuriat, etc. pour vraiment comprendre toute la problématique qu'on peut retrouver en tant que soignant, à gérer des équipes, en tant que leader, en tant que, etc. À ce moment-là, quand tu es dans cette phase-là, connaissant ton parcours, mais pas forcément dans le bon ordre, tu sais, quand tu as commencé à sentir le burn-out venir, on n'y est pas encore ou c'est déjà arrivé? C'est déjà arrivé 2009. Alors, le burn-out, si tu veux, ça c'est une expérience magnifique. Comment j'ai su que j'étais en burn-out? Je suis en train de faire une conf sur le burn-out. Il y a 40 personnes. C'est une conf que je fais pas tous les jours. C'est une conf que j'ai fait en 2004. Et avec 2-3 potes au congrès, on dit ouais, on va faire un truc sur burn-out avec des gens qui étaient plus expérimentés, plus âgés, etc., qui en avaient fait. Et puis je me retrouve au congrès que personne. Ah non, moi j'ai choisi un autre sujet. Moi j'avais donné le truc. Et je me dis merde, ça fait 3 ans, 4 ans que je suis sorti. Burn-out, je connais pas grand-chose. Je me documente un peu. Et déjà quand je me documente, je vois, et c'était un truc, je m'étais basé sur un truc de la SOP, 16 facteurs de stress, etc. Sur les 16, il y en avait quand même déjà une bonne dizaine, une quinzaine que j'avais. Alors que ça faisait 3-4 ans que j'étais praticien, que je faisais mes soirées, j'étais une vie super, ça m'interpelle. Et je me rends compte que ce burn-out, il n'arrive pas aux gens qui sont blasés ou qui s'emmerdent. Et donc ça continue, j'ai 4 enfants, je construis la maison pendant cette période-là, et on arrive en 2009, je transforme le cabinet, il y a la maison, il y a la 4e fille qui va arriver, il y a ceci, il y a cela, etc. Prise de conscience, et là je me rends compte... Pendant que tu es en train de faire la présentation, tu es en plein dedans. En fait. Ouais, t'as tellement la tête dans le guidon que tu peux pas le voir. Tu sais pas. Et quand tu te rends compte de ça, quelle décision tu prends? On est en juin, je suis en vacances 15 jours plus tard. Ouais. Ces 15 jours, je vais les passer à dormir. En moyenne, je dors 1h30. Je me sers de l'auto-hypnose contre moi pour pas dormir, pour pouvoir faire tous mes projets. Parce que dans la journée, il faut 32 heures. Comme quelqu'un qui prendrait de la drogue. Ouais. Quelque part. Sauf que j'en avais pas besoin, j'avais une méthode naturelle. Mais en effet. Mais malgré tout, tu tires sur la corde, en fait. Complètement. Je suis dans le rouge depuis, et je le sais, mais j'adore ça. Mais là, je me rends compte de ça, et puis j'arrive en vacances, et là, ça s'écroule. Enfin, je dors la moitié des journées, et puis là, ma femme me dit, non, c'est fini, là. On va se calmer, t'arrêtes tes conneries. Comme je me rends compte de ça, et puis je me dis, mais attends, t'as quand même une certaine formation là-dessus, et t'as même pas été capable de le voir. Donc je vais voir une psychologue spécialiste du burn-out, et je lui explique. Et elle a cette façon géniale d'aborder le truc. Elle me voit arriver et lui parler du burn-out parce que je lui explique comment je m'en suis rendu compte. Donc elle me dit, ah c'est super, vous avez toutes les compétences pour comprendre, donc c'est chouette, je vais pas devoir vous expliquer et tout. Donc elle me laisse dans cette position-là. Et où elle est géniale, c'est qu'en fait, elle me donne une méthode de travail. Elle me dit, vous allez noter tous vos trucs sur des post-it. Puis elle me fait classer, urgent, pas urgent, prioritaire, ce que j'aime, etc. Et puis au bout de 2, 3, 4 séances, je me rends compte qu'il faut 32 heures dans chaque journée pour faire ce que j'ai à faire. J'en ai que 24. Quand j'arrive, que j'ai pris conscience de ça, parce qu'elle me donne les travaux à faire chez moi et puis je reviens, et je me dis, je me revois dans la voiture, si elle me dit que je dois arrêter, j'arrêterai la thérapie. Je peux pas. Et elle a cette idée absolument géniale où elle me dit, bon voilà, vous vous rendez compte de ça, de ça, de ça. Elle avait tourné les choses où en fait, elle m'a fait travailler sur ce qui était pour moi prioritaire. Vous allez vous arrêter à 16 heures. Je dis, comment ça 16 heures? Mais non, il y a encore. Non, les 8 autres, c'est stop, c'est sommeil. Vous savez, sinon c'est avec les vacances. Et 16 heures de boulot tous les jours, c'est déjà beaucoup. Il y a peu de gens qui peuvent faire ça. Et puis je suis dans ma tête en train de me dire, mais attends, et les 16 autres heures. Alors qu'est-ce que j'enlève? C'est fait, parce qu'elle a fait le truc pour que j'ai choisi sans avoir ça. Donc je sais exactement ce que je dois laisser de côté. Mais je sais que ça compte tellement pour moi, que si elle me dit que je dois les abandonner, je l'écouterai pas. Elle me dit, vous allez prendre tous ces post-it que vous ne pouvez pas faire, et vous allez les mettre sur le mur devant votre bureau. Et surtout, vous les jetez pas. Vous les gardez bien là, parce que ces post-it-là, ils vont vous faire terminer les autres. Et vous ne pourrez prendre un autre que quand vous allez terminer seul. Et elle a mis en place les premières étapes pour faire en sorte que je commence à aller dans la durée, dans le suivi du truc. Arrêtez de commencer à terminer. Ouais. Je m'en suis rendu compte. C'est-à-dire, en gros, tu as une tâche, tu vas jusqu'au bout de la tâche, puis tu passes à autre chose. Exactement. T'arrêtes, tu fais pas tâche 1, tâche 2, tâche 3. Non. Okay. C'est pas productif. Tu finis et... Voilà. Tu peux en prendre, tu les jettes pas. Ouais.
Ils sont dans un coin de ta tête, tu les vois tous les jours, ils pèsent sur toi, donc ils t'imposent inconsciemment à faire. Et en plus, c'est la loi de Parkinson, je crois. Si tu as beaucoup de tâches, ça veut dire que tu n'as pas forcément mis un temps pour chaque tâche. C'est sûr, ouais. Rien n'est important. Tout est urgent. Et en réalité, si tu n'as pas de deadline, un timing pour chaque chose à finir pour dire « faut que je finisse pour passer à autre chose », en fait, ça peut même prendre un peu plus de temps que ce que tu devrais accorder. Parce que tu pourras aller plus vite puisque tu sais que tu as autre chose à faire, donc il faut que ça avance. Et que tu n'as pas le droit de toucher à autre chose avant d'avoir fini ça. Exactement. Et du coup, ça donne de l'efficacité. Il y a ça. C'est en 2009, on va la première fois, on fait une masterclass avec Ernest Rossi aux États-Unis. Et là, on se retrouve, on est 12 praticiens dans son salon. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Ernest Rossi, c'est la personne qui a fait connaître les travaux d'Ericsson. D'accord. Donc, c'est vraiment un grand monsieur, mais je ne connais pas du tout son travail. Moi, ce que je vais chercher, finalement, c'est, tu sais, c'est un petit peu de l'héritage de... Il a rencontré le maître, etc. C'est le brandmark de l'implant. Voilà. Et donc je vais chez Rossi. Là aussi, ça a révolutionné ma vie. On fait une séance, on bosse ensemble 1h30. Mon idée, c'était d'aller chercher les techniques d'Ericsson, si tu veux. Et il fait un boulot avec moi pour me faire travailler la part d'Ericsson qui est en moi. Mais il le fait avec son boulot à lui, que j'ai appris à étudier depuis. J'en ai fait une spécialité dans l'hypnose. Aujourd'hui, on est 6-8 dans le monde à vraiment utiliser ces stratégies-là. Et moi, je les ai adaptées notamment au monde dentaire pour encore gagner en efficacité. T'as un exemple ? Ouais, l'analgésie, en fait. Tu amènes l'analgésie quasiment instantanément. Et pour te donner un exemple comment ça a transformé ma façon de bosser, les 10 premières années où je faisais de l'hypnose, j'étais très créatif et j'emmenais les gens dans mon monde. Ouais. Mais c'était extrêmement fatigant. Et avec Rossi, j'ai appris en fait, moi, j'emmène plus personne nulle part. Tu les emmènes dans leur propre monde. Et ça va tellement plus vite et tellement mieux. Parce que chaque fois que je leur proposais des stratégies, ils me disaient non, je devais en faire une autre, non. Non, mais je les impliquais jamais. Donc je devais les porter, ça me demandait une énergie malade. Et je me rends compte que ça transforme ma façon de faire du soin dentaire, ça transforme ma façon de faire de l'hypnose. Et dans cette période-là, je commence à réfléchir et je me forme en prévention. Et ça transforme la dynamique de communication par rapport à la prévention. Okay. Parce que la prévention, c'est le seul soin dentaire qu'on ne fait pas au cabinet. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que la prévention n'est pas efficace? C'est pas les outils, c'est pas la façon dont on enseigne les outils, c'est la conscientisation du patient à comprendre qu'il n'y a que lui qui peut le faire. Et là, ça me permet de développer toute une nouvelle façon de prévoir la prévention à travers la communication. Donc ça va changer radicalement la façon de bosser, on va transformer le cabinet, on va incorporer une équipe là-dessus, on va se retrouver avec presque 3 ans de délai d'attente pour que les gens rentrent et les gens sont contents, ils râlent pas. Tous les paradigmes changent et ça vient de là, de cette prise de conscience chez Ernest. Est-ce que je peux te poser une question qui va te sembler totalement stupide? Juste avant de te poser la question stupide, il faut savoir quelque chose parce qu'on a beaucoup discuté tous les deux et je me suis rendu compte de quelque chose dont je n'avais pas conscience, c'est toi qui me l'as dit. Il y a énormément de choses que moi j'utilise dans mon parcours de boxeur, que j'ai utilisé tant pour gérer la fatigue, comme tu disais, la douleur, le stress, les combats, c'est ce que... Bien sûr. Sans me rendre compte, parce qu'on en parlait, c'est ce que je disais, tu te renforces pas les tibias, ça n'existe pas les cales osseux. On va le voir demain. Donc en réalité, je me cogne à une table basse, je me fais mal. Par contre, en combat, je suis tellement décidé à pas sentir la douleur et à moins sentir que l'os que je suis dans cet état second qui me permet de shooter plus fort, etc. Je me suis rendu compte de ça déjà dans ma propre pratique. Puis, quand on en a parlé, je me suis rendu compte que j'utilisais aussi ces techniques au niveau de mes patients. Évidemment. Pour les mettre dans un état très relax, ce qui permet, on en parlait, à faire des chirurgies zygomatικές, des chirurgies lourdes, sous anesthésie locale, et les quads, comme on disait, je pense être le seul au monde à faire des quads zygo sous le cas. Si tu veux, ma question, c'est tu sais, cette question toujours entre hypnose ericksonienne et hypnose de spectacle. Et ben, moi, en tant que néophyte, puisque comme je te disais, sans le savoir, j'utilise des techniques, mais finalement, je sais pas exactement ce que c'est ni l'hypnose ericksonienne, ni l'hypnose de spectacle. Quelle est la différence entre les deux? Parce que moi, c'est faire de l'extérieur, le truc qui me fait le plus kiffer, c'est l'hypnose de spectacle. Ça me fait, c'est hallucinant pour moi. C'est spectaculaire. La planche, le machin, tu vois, tous ces trucs-là. Où est la différence entre les deux? Aujourd'hui, tu serais capable de faire, c'est-à-dire, ce soir, je te demande, prépare-nous un show. T'es capable de faire de l'hypnose de spectacle ou ça n'a rien à voir? Non, je peux pas le faire pour 2 raisons. D'abord parce qu'il y a des techniques aussi qui sont spécifiques. Au spectacle? Ouais, qui sont pour aller très vite. En fait, si tu veux, ce qui se passe au niveau du spectacle, on est principalement
principalement dans ce qu'on appelle de l'interruption de pattern. Oui. Donc si tu veux, ce qui se passe, c'est qu'on va créer un phénomène qui va faire que la personne, pendant une fraction de seconde, arrête sa façon de fonctionner. C'est ça l'interruption de Et pattern? voilà, elle est un petit peu... on débranche la Désorientée. prise. Ouais. On débranche la prise. Et le premier truc que tu vas lui donner derrière, si c'est censé, elle va avoir tendance à le prendre. Et ce qui est très très important à comprendre, c'est que dans l'hypnose de spectacle, on a 3% des gens qui sont réceptifs, qui seront Uniquement. d'accord. 3%, ouais, Ok. en moyenne. Ok. 3% des gens. Et si tu vas dans un spectacle, quand tu as un peu l'habitude, tu sais qui fait partie du spectacle Ok. et tu sais qui est là. Ça se Ok. voit. T'as des personnes membres du staff Ah qui oui. font partie du Ouais, spectacle, c'est du show, c'est Du sûr. show. Ouais, ouais. et il y a quelques personnes Ouais, qui vont entrer qui dedans. vont rentrer Qui dedans. vont entrer Ok. dedans. Et d'ailleurs, je pense que ceux qui font partie du spectacle, forcément, en plus, ça induit le fait que Ah ça. bah, c'est l'effet de groupe, bien c'est sûr. l'effet de groupe, ça. Évidemment, c'est pour ça qu'ils Ça sont là. s'embarque. Ok. C'est pour ça qu'ils sont là. Et si tu veux, ce qui se passe, la grosse différence, c'est que dans l'hypnose de spectacle, ça reste un spectacle. Évidemment, l'hypnotiseur, il a intérêt à te faire croire que lui a un pouvoir sur les gens. Ouais. Parce que si tu dis, voilà, je vais te faire tourner en ridicule, tu vas avoir l'air bête, etc. Et les gens vont payer 50 balles ou 30 balles Pour que tu fasses le pour que canard. tu fasses ouais. voilà, le petit poulet, ça va pas plaire. Ouais. Ce qui attire les gens, c'est le côté mystérieux. Est-ce que réellement ils ont perdu le contrôle? Et je peux te le dire parce que j'ai eu cette expérience. Je suis venu à l'hypnose à travers le... Jamais tu perds le contrôle. Un exemple, on te dit dors, je le veux. Bah déjà, Ça, c'est vrai de vrai. déjà, Tu alors- perds pas le contrôle. non, parce Jamais. que, mais non, parce que on peut créer de l'amnésie, c'est ton potentiel à toi qui le fera. Moi, je ne ferai que des suggestions qui vont le faire. Mais pourquoi je fais le poulet alors? Alors, pourquoi tu fais le poulet? C'est un conditionnement à partir du moment où on a commencé le spectacle. Chaque fois qu'ils font de l'hypnose, c'est pas quand tu les vois faire de l'hypnose sur scène, c'est quand ils parlent avant. C'est comme la street hypnose, où on voit en rue, etc. On voit jamais le pré-talk, c'est-à-dire la discussion que les gens ont pour aborder les gens avant de faire. Et c'est là que les phénomènes se font, parce que tu vas faire des interruptions de pattern, des interruptions de pattern. Tu vas augmenter la suggestibilité jusqu'à ce qu'à un moment, les gens vont entrer dedans. Toi, tu peux, là, comme ça, me faire une interruption de pattern? Là, tout de suite? Ouais. De quelle couleur est ton canapé? Noir. T'as été le voir. Oui. Pour me répondre, Oui, je te pose une je suis question. parti chez moi, Je l'ai ouais. vu. Ton regard, il Oui, est oui, parti, oui, t'es monté oui. en haut à droite. Ça, c'est une etc. interruption de pattern Ouais. que tu aimes ça? Parce qu'en fait, si tu veux, si on déconstruit le truc, qu'est-ce qui s'est passé? Je te pose une question, de la comprendre, et pour me répondre, t'es parti chez toi. Ouais. Donc pendant une fraction de seconde, t'es plus ici, avec moi. Ok. T'es chez toi, dans ton canapé. Et je vais te montrer que tu peux encore, ça peut être encore plus puissant. Est-ce qu'il est plutôt dur ou plutôt mou? Mou, monsieur. T'es dedans. Je suis dedans. Voilà, tu vois. Et c'est quoi l'atmosphère de la pièce? Pour me répondre, tu dois y être. Ouais. T'es pas ici. Donc si tu veux, ce qui se passe, c'est que ton attention, t'es avec moi, elle part ailleurs, elle revient. Hop, elle repart, elle revient. Donc ça, c'est la base aussi de Ça, l'hypnose c'est- ericksonienne? Oui, mais c'est la base de fonctionnement du cerveau. Ok. Et qu'est-ce qui va faire la différence? Parce que j'ai regardé dernièrement une vidéo où t'as un mec qui dit ouais, je braque une bijouterie avec de l'hypnose. C'est pas vrai. C'est de la sidération, c'est des techniques de manipulation qui font qu'en fait la personne elle est dans ce fameux effet tunnel où tu l'as tellement amené là qu'elle voit plus le reste. D'accord. Mais c'est pas de l'hypnose. Ouais. Du moins en tout cas pas Tu de l'as l'hypnose embrouillé, en médicale. fait. Tu l'embrouilles, Ouais. c'est ça. Pour moi l'hypnose c'est quand la personne qui est en face elle va mobiliser des ressources auxquelles elle ne peut pas avoir accès volontairement pour faire un truc qu'elle a décidé mais qu'elle pourrait pas faire autrement. Tu vois? Arrêtez de fumer. Voilà, par exemple, tu sais, on a fait le test avec la douleur. Bah là, tu es dans un processus hypnotique parce que tu vas mobiliser tes ressources. Je vais t'amener à le faire, mais pour toi. Et la différence entre l'hypnose de spectacle et l'hypnose médicale, c'est la façon dont on va l'utiliser. Beaucoup de stratégies et de techniques sont les mêmes. Mais là, D'ailleurs, tu vas être fier de toi, du coup. C'est-à-dire que tu m'emmènes puiser dans mes ressources pour aller au-delà de ce que Ouais. je pouvais pas faire. Finalement, quand ça se termine, je suis fier de moi, C'est quelque ça. part. J'ai pas fait le poulet, exactement. et en plus, je suis fier de moi. Voilà. L'idée, c'est que c'est pas moi qui me mets Ouais. en scène, Ouais. c'est toi. Tu m'as donné les clés, en Voilà. fait. Et quand tu regardes l'hypnose de spectacle, c'est la même chose. C'est-à-dire que si les gens ils décident de dire tu peux faire ton truc, ça marchera pas, Ouais. déjà ils vont jamais monter sur scène. Oui. Parce qu'évidemment, il y a toute Ouais. tout un, Pour les trier. ouais, il y a toute une sélection qui se Ouais, fait. ouais. Tu vois, quand je suis allé pour faire cette séance-là, ou la première fois où on m'a transpercé le bras, mon intention c'était ouais, je veux. Ouais. Je veux. Donc si tu veux, ça marche. Juste parce que j'ai décidé d'être d'accord. Et en même temps, c'est ce que je disais, mais c'est vrai, j'avais les yeux fermés, j'entendais les gens dans la boîte, etc.
Et puis, j'ai senti l'alcool éther, j'ai senti sur mon bras. Et à ce moment-là, j'étais bien conscient, puisque je me suis dit, au moins, ça sera désinfecté. C'était pas, je vais ouvrir les yeux, attends, qu'est-ce qu'il va faire? J'étais pas dans la panique. Non, j'étais d'accord. J'étais là, je voulais expérimenter. Je sais aujourd'hui, avec ce que je sais, c'est que j'étais bien en hypnose. J'aurais pu sortir à tout moment. Et dans l'hypnose de spectacle, tu peux sortir à tout moment. Mais t'es tellement mieux à être à faire autre chose que c'est bon. Et pourquoi tu fais le petit poulet? Parce qu'il y a une deuxième chose qui va faire que pourquoi tu passerais pour un abruti devant 2000 personnes dans un spectacle, c'est parce que tu pourras dire, je me souviens de rien. Tu es complètement soi-disant déconnecté, donc tu joues le jeu jusqu'au bout en disant, ah non, je sais pas ce qui s'est passé, non. Donc tu as accepté de jouer le jeu. Ouais, et comme tu as joué le jeu, ça passe. Et en même temps, il y a cette dynamique où je pourrais savoir que je suis ridicule, mais non, j'ai passé toutes les étapes jusqu'à, ok, je suis monté sur scène et on bosse avec moi. Donc, mais la grosse différence, et ça c'est fondamental, c'est vraiment que l'hypnotiseur de spectacle va chercher à faire en sorte que les gens pensent que le pouvoir est en lui, totalement faux. J'ai pas le pouvoir d'hypnotiser qui que ce soit. J'ai jamais hypnotisé un seul de mes patients. C'est vrai, je peux que moi. Il n'y a que moi que je peux hypnotiser. Par contre, je peux dire aux gens, c'est pas grave, je vous accompagne. Moi, je vais baliser le chemin. Vous allez voir, ça va bien se passer parce que je suis là. Je suis avec vous, je vous accompagne, je vous laisserai jamais sortir du sentier. Vous êtes sur l'autoroute, tout est bien. Tout est nickel, c'est confort. Vous allez être bien, on va se prendre soin de vous. Non, c'est vrai. Et si elle constate un truc, elle va te le dire. Et ça va s'arrêter, et ça va jusqu'à ce que... Toi, tu l'utilises au quotidien sur toi? Ah ouais, c'est sûr. Mais à nouveau, et c'est ça qui est génial, c'est que ces 3-4 dernières années, j'ai eu pas mal de chamboulements encore dans ma vie. Et en fait, ça m'a redonné une nouvelle dimension. Je reviens, on est en 2019. On a formé des centaines de praticiens, on a fait des milliers de formations, etc. Je suis parti 300 jours par an. Tout le monde me parlait de toi. Tout le monde me disait, il faut que tu le rencontres. Voilà. Puis c'est vrai, c'est là on se rencontre. J'adore ce que je fais, mais je me rends bien compte que là, je suis dans une dynamique où ça peut pas tenir. Et puis t'as donné ce que t'avais à donner. Ouais, j'ai fait le tour. J'ai donné tout ce que j'avais à donner. Et puis, on arrive dans le Covid. Poum, les formations s'arrêtent d'un coup. Et là, honnêtement, je me pose cette question et je me dis, qu'est-ce que tu vas faire là maintenant? Tu vois, de la même façon que j'avais arrêté la gym, j'avais arrêté DJ, j'ai arrêté le cabinet parce que je m'occupais des formations et que j'avais suffisamment d'équipes formées pour prendre le relais. J'y amenais plus rien. Donc elles ont splitté parce qu'elles voulaient pas gérer cette grosse structure, mais elles ont continué à faire le boulot. Et moi, j'étais passé à l'échelle suivante. Je formais, tu vois, dans mon cabinet, j'ai peut-être 1000-2000 patients. En formant 2000 dentistes, c'est 2 millions de gens qui ont été... T'as quand même fait toutes ces années d'études, c'est important. Monter le câble, 15 ans de câble, c'est de la sueur, c'est ta vie, c'est ton bébé, c'est toi. En fait, de toute façon, à chaque rupture que tu fais dans ta vie, qu'elle soit professionnelle, personnelle, amoureuse ou quoi que ce soit, c'est un saut dans le vide. Ouais. La seule chose, c'est est-ce que au moment où tu sens, on en a parlé tout à l'heure, au moment où tu sens que tu as fait le tour, il n'y a plus la flamme, t'es pas bien, est-ce que tu as le courage et le cran d'arrêter? C'est ça le truc. Eh ben non, pas cette fois-là. Donc j'ai perdu beaucoup de choses qui comptaient pour moi. Ouais, par rapport au burn-out, la dame m'avait dit, vous savez, c'est pas une maladie, mais ça peut le devenir, et ça peut, justement, c'est comme un tunnel. Ouais. Et toujours au bout, il y a cette lumière. J'ai retrouvé cette lumière 2013-2014, on est super, ça remonte, mais je repars dans les mêmes travers, parce que tu ne changes pas, c'est ma façon d'être. Et je me remets à fond dans le rouge. Même si j'ai appris à revenir un peu dans le vert, je maintiens mieux, mais je ne changerai pas ça. Et je m'en sers pas bien. Et il me faut que ça s'arrête cette fois-là. Et là, c'est les 25 ans qui s'écroulent, c'est tout. C'est le divorce, c'est plus de boulot, c'est plus de trucs, et plus l'envie. Ça, c'est quand 2020. En mai, mon père m'aide à déménager, sortie d'autoroute, il rencontre un camion. Je pensais lui dire à tout à l'heure, et c'était adieu. Donc t'as tout qui a. Le divorce, j'avais une compagne, c'est fini, parce que j'ai voulu sauver le Titanic de l'entreprise. Je me suis pas occupé des valeurs qui étaient importantes. Et donc, je me retrouve là, en confinement. Et là, il est comment, Kenty, dans sa tête? Eh ben, figure-toi que j'ai vu ça comme une bénédiction. Tout de suite? Non. Ou d'abord creux? D'abord se reposer. On termine la formation, on fait du présentiel et du distanciel parce que les gens ont peur. Les gens, il y a cette panique qui arrive. Je prends pas conscience encore de ce que ça va donner. Moi, je suis un peu dans le déni par rapport, franchement, par rapport à... Optimiste. Et moi, je vois ça d'abord d'un point de vue salutaire parce que il y avait plein de trucs, il fallait que je me pose. Donc, très bien, ça s'arrête. Puis, je prends un petit peu conscience de tout ce qui se passe. Puis, je me rends compte que, là, en exerçant mon métier, je pourrais mourir. Tu vois, je veux dire, on va jamais au cabinet en se disant, demain, je peux crever. À quel point, finalement, j'étais tellement dans mon tunnel que je voyais plus tout ce qui allait pas.
Mais là, mon but, on me l'arrête. Donc, je sors du tunnel. Donc, tu n'as plus ta vie perso. Alors, Et en plus, il n'y a plus le boulot. Donc, repos. Repos. Et puis, c'est pas tout à fait comme chez vous. On pouvait sortir faire un petit peu de sport. Et le sport, ça a toujours été une partie de ma vie. Donc, je repars en sport. Et là, je me recrée tout doucement un petit capital santé. Je mange bien, je me fais à bouffer, je m'achète un Thermomix, je commence à faire des recettes et je commence à m'éveiller à ce que je me pose la bonne question. Qu'est-ce que tu veux, toi? Je me revois encore dans mon appart tout seul. Puis ça va tellement vite dans tous les sens que même l'hypnose, j'arrive plus. Je suis tellement vide, j'ai tellement tout donné, ça m'aide plus. Et là, j'ai des amis extraordinaires et ils me disent, Kenty, là, je te propose, il y a un mec bien, Joe Dispenza. Et je découvre en fait les stratégies techniques de Joe Dispenza avec de la méditation, rompre avec soi-même, qui est une conf extraordinaire, un bouquin génial. Je bouffe le bouquin, je commande, je suis les trucs. Tu peux redire le nom? Rompre avec soi-même, de Joe Dispenza. Et je me lance à fond. Et je me retrouve à faire 2, 3, 4, 6 séances de méditation d'une heure. 1h30 par jour, parce que j'ai de toute façon que ça à faire, j'ai le temps. Et là, ça me permet d'avancer, de me reconstruire. Puis il y a aussi 2 mois plus tard, boum, je perds mon père, donc ça ramène sur les valeurs, sur l'essence même de ce qui est important, etc. Et puis l'équipe hypnotisme dit on démarre pas. Je refais en juin quelques formations, mais en ligne, parce qu'on peut toujours pas faire de formation, c'est interdit, ça va rester pendant longtemps. Donc j'ai plus de boulot. Il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune garantie, etc. L'équipe me dit, elle voit bien que je ne sais pas où je veux aller. Elle ne me met pas de pression, mais tu vois, on n'est plus dans cette dynamique-là. Et honnêtement, c'est ça, je me pose la question, je me dis, mais si c'est pour repartir à faire ce que je faisais là avant le Covid, je ne peux plus, je me rends compte que non, j'ai envie d'autre chose. J'ai dit, j'avais ce côté aussi... formation en ligne qui me trottait dans la tête. Depuis 1 an, on commençait déjà à faire des formations en ligne et tout ça. On avait fait une version de base et j'étais convaincu que c'était le moment parce que par rapport au DJ, je savais quel morceau il fallait. Ouais. Je savais que l'hypnose, ce serait un truc et voilà. Et je savais que la prévention aussi, et je sais que c'est en train de se mettre. Et donc là, voilà. Je sais pas ce que je veux faire, mais je sens bien que je peux pas repartir de la même façon. Là, je me donne quelques mois. On avait mis la prévention en place, donc je commence à faire de la formation pour la prévention et tous les trucs. Puis je me lance dans de la formation, travaille ma formation en ligne, du digital marketing. Je me reforme. Et pendant 4 ans, je vais pas arrêter de me former. Je retourne sur les bancs de l'école. Je fais beaucoup de méditation, j'apprends plein de trucs. J'ai la chance de rencontrer, puisque je suis dans l'équipe du CHU, Stéphane Leray, qui est un mec génial, etc., qui a pu bosser avec Mathieu Ricard. Puis je prends conscience de cette dynamique que j'ai jamais utilisé finalement les outils de l'hypnose pour mon épanouissement personnel. C'est-à-dire que je m'en suis servi comme pour me protéger, pour ceci, comme tu peux le faire dans les combats, dans les trucs, pour des techniques, pour la douleur, pour augmenter mes potentialités, etc., mais jamais dans une dimension d'élévation de moi-même ou de spiritualité, etc. J'ai pu faire avec de l'hypnose en quelques minutes des trucs où il m'a fallu des dizaines d'années de pratique de méditation. Et ça me donne l'idée de ramener les techniques que j'ai d'auto-hypnose dans ce que j'ai appris à connaître de la méditation, de la pleine conscience, etc. Et là, en quelques semaines, je vois des changements phénoménaux dans ma vie, dans mon mental, dans ma façon d'être, et ça repilote tout. Et donc ça me donne cette impulsion, cet élan de commencer à me reformer, de rouvrir des portes. Et là, ben voilà, on est 4 ans plus tard, et aujourd'hui je sais que ce que j'ai eu là m'a permis de retravailler les outils de l'hypnose tout à fait différemment, et m'amène dans une dynamique où, ça y est, j'ai enfin à nouveau quelque chose à proposer. Et ça ne sera pas ce que j'ai fait avant. Autant j'ai apprécié, peut-être je referai un jour continuer à faire de la formation pour les professionnels de santé, mais autant ce que j'ai envie là, c'est vraiment d'utiliser ces outils-là pour l'épanouissement personnel, parce que justement... Tu peux donner un exemple? Dans l'hypnose, j'ai toujours utilisé l'hypnose pour développer ma créativité, exacerber finalement ce côté, etc. Et en arrivant... dans ces périodes Covid, boum, du jour au lendemain, ça doit s'arrêter, mais mes pensées ne s'arrêtent pas. Et puis, je m'en suis pris plein la tronche, donc c'est pire, c'est en train de m'enfoncer. Et là, j'ai eu la méditation qui m'a permis justement de ralentir ce train de pensée. Mais ça m'a pris des heures et des heures et des heures. J'ai amené ça avec ce que je savais de l'auto-hypnose. C'est-à-dire faire on-off? On-off, voilà. Et donc, du coup, quand je sens, j'ai mis des outils en place pour me dire, Kenty, stop, ça suffit là. Pour être hop, et hop, instantanément ça s'arrête. Du coup, j'ai commencé à m'intéresser, tu sais, par rapport au travail avec les équipes, les relations, la communication, inter-équipe, tout un travail sur 10-15 ans. Pour accompagner les équipes, il fallait que je maîtrise aussi les techniques de coaching. Donc j'ai dû me former. J'ai fait une formation, le coach, le machin, etc. Et avec tous ces outils-là, mis les uns dans les autres, le côté entrepreneur, le côté éducation financière, machin, ça m'a amené dans une dynamique où j'étais à nouveau dans cette vue d'hélico et qui me donne, tu vois, un but
une idée précise de où je veux aller. Je sais pas encore tout à fait comment, parce que ça va commencer. Tu sais, quand on a fait la première formation d'hypnose, on n'était pas du tout dans la dynamique de 2019 où tout était carré, où tout était en place. Le protocole, il s'est développé en Bien quelques sûr. années, comme on l'a fait pour la prévention, Ça etc. s'affine. Donc je sais que le protocole, il va devoir s'affiner. Mais par contre, je sais aussi une chose, c'est que cet outil-là, il va servir à plein de gens. Tu vois, j'ai découvert l'hypnose, j'ai appris à l'utiliser, et puis après, je me suis dit, ça, il faut partager, parce que c'est trop bien. Ça va servir à tellement de gens, patients et équipes, il faut. Donc j'ai eu envie de le partager, et ça, je sais faire. Si on doit finir notre interview, est-ce que tu pourrais donner un outil, une chose, un conseil pour les personnes qui nous regardent, quelque chose qui pourrait être positif dans leur vie? Est-ce qu'il y a quelque chose? Ouais. Il y a un truc essentiel qui est le centre. Covid, je suis tout seul dans mon appart, et je me retrouve dans le miroir, et le travail a commencé sur moi. Et autant, j'avais pas de problème d'estime de moi, sans prétention. On parlait tout à l'heure, confiance n'est pas suffisance. Donc c'est pas dans la suffisance, la confiance. Donc depuis que je suis gosse, tout ce que j'ai voulu faire, j'y suis allé et je l'ai fait. Donc j'ai confiance en moi. J'ai pas de problème sur mes compétences, j'ai de l'estime de moi. Mais dans ce développement, je commence à comprendre et je me regarde en face et je me dis, mais est-ce que je peux dire, toi, je t'aime? Et en fait, à ce moment-là, non. Je t'apprécie, mais je peux pas te dire je t'aime parce que je me suis jamais intéressée à toi. Je sais pas ce que tu veux, toi, dans le miroir. Qu'est-ce que tu veux, toi? Et ces 4 années-là, elles m'ont amené là. Aujourd'hui, je sais qui je suis, je sais où je veux et ce que je veux. Et je peux me regarder dans le miroir, je m'aime. C'est ça pas que comme tu ça. aimerais comme Ouais. Tu sais, on est là, personne vivra éternellement. la vie à ma place. Ma vie à ma place. Et on disait tout à l'heure, si tu ne remplis pas, on te la remplira. Et je ne me suis jamais posé la question, je ne peux pas en vouloir aux autres. C'était moi, j'étais juste passionnée, puis je sautais un autre truc, puis un autre truc. Et là, aujourd'hui, maintenant, j'ai pris le recul et ces outils-là m'ont permis de me dire qu'est-ce qui compte vraiment. Donc aujourd'hui, toute la journée, parce que je n'ai pas changé ma façon d'être, mais toute la journée, je suis dans cette dynamique à me dire est-ce que je préfère faire ça ou je préfère faire ça. Et je garde ce que la dame m'a donné. C'est moi qui choisis les post-it que je vais mettre dans la journée. Et ça, c'est exactement ce que je fais. Je trie et j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Voilà. Ça peut être très perturbant pour l'entourage. Tout à fait. Mais c'est mieux. Je pense que tu te dois, pour toi, d'abord, de travailler à la meilleure version de toi-même. Et si tu peux donner cette meilleure version de toi-même à ton entourage, ce sera le plus important. Et parfois, pour donner la meilleure version de soi-même, et c'est tout un travail aussi, je ne savais pas dire non. C'est pour ça que tu prends plein de trucs, parce que ouais, etc. Il y a un moment où tu dois pouvoir dire aux gens... Tu vois, quand j'ai pris la décision de partir de la maison que j'avais construite pour les enfants, je savais très bien à quel point ça allait être difficile et que ça allait faire de la peine. Mais je devais être honnête, je ne pouvais pas tricher. Ouais. Pour moi, l'intégrité, c'était plus important. Donc je savais que j'allais faire mal aux gens qui m'aimaient le plus et que j'aimais le plus. Mais je savais aussi que je ne pouvais pas tricher. Une belle conclusion. Voilà. Ouais. Merci, Merci à toi. C'était un plaisir. Bah, pareil.